Bonsoir, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre de la Justice et de la Législation, garde des Sceaux, Monsieur le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Monsieur le ministre des Enseignements maternels et primaires, Monsieur le ministre des Sports et de la Culture, Doyen Guédébé, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux et départementaux, chers tous, chers enseignants, soyez les bienvenus. L'échantillon que nous avons avec nous ce soir, cet après-midi, est constitué d'enseignants du supérieur, du secondaire, du primaire et de la maternelle. Ils sont venus d'un peu partout du pays, notamment le littoral, l'Atlantique, l'Ouémé. Mesdames et Messieurs les ministres, le PAG est un outil politique de développement. Les Béninois ont soif de savoir la finalité du programme d'action du gouvernement à l'horizon 2021 dans tous les secteurs vitaux de notre pays. Ce creuset d'échange permettra à ce parterre de sachants de s'abreuver à la bonne source afin de répandre efficacement la bonne nouvelle. Voilà le décor ainsi planté. Madame et Messieurs les ministres. Madame la ministre, Messieurs les ministres, j'ai deux préoccupations à l'intérieur du CNE, Conseil national d'éducation. La première préoccupation est celle-ci: en quoi le CNE pourrait-il véritablement impacter le système éducatif dans le sens de le redynamiser? La deuxième préoccupation, c'est la dépolitisation et l'éducation. L'administratif peut-il être dépolitisé? Merci. Une autre intervention? Dans le secteur de l'éducation, j'aimerais savoir à quoi doit-on s'attendre concrètement dans les réformes mises en œuvre par le gouvernement de son Excellence, le président de la République, M. Patrick Talon. Aussi, par rapport à la question sociale, je voudrais comprendre la logique qui sous-tend la défalcation et jusqu'à maintenant la position des salaires des travailleurs. Quelle est cette position du gouvernement par rapport à la question de l'apaisement? S'il doit y avoir réforme, il faut un climat de paix, de compréhension. Pourquoi vous sanctionnez chaque fois les directeurs ou bien les directeurs qui obtiennent moins de 20% au lieu d'encourager ceux qui ont de meilleurs résultats pour pousser les autres à leur emboîter le pas? En ce qui concerne la gestion des cantines scolaires dans les écoles, il y a un mal. Lorsqu'on envoie les vivres dans les écoles, vous allez constater que les sacs de riz, eux autres, ils pèsent pour envoyer. Alors que lorsqu'on soustrait 2 kilos, 3 kilos de ces sacs de riz, celui qui veut mesurer, lui, ne va plus tenir compte de ça. Au contrôle, on constate que sur peut-être 10 sacs de riz, on constate que le directeur, peut-être, lorsque le sac n'est pas plein, après le calcul, on constate qu'il a détourné peut-être 30 kilos ou bien 50 kilos de riz. Et ça fait un effet de sanction et on le sanctionne, c'est-à-dire on le décharge. Quelle solution vous voulez donner précisément à cette gestion-là, alors que les enseignants sont en train de solliciter s'ils veulent? Si tel est le cas, mieux vaut solliciter les services traiteurs pour la gestion de la cantine dans les écoles et les directeurs seront en paix. Ma première préoccupation, c'est par rapport aux différentes assises qui ont eu lieu dans le domaine du système scolaire en général, surtout le forum de 2007, je crois. À quand la mise en œuvre de ces recommandations? Je voudrais savoir ce que le gouvernement pense mettre en œuvre pour permettre à chacun de nous, surtout dès le bas âge, d'avoir le sens du patriotisme et de savoir que le bien public n'est pas un bien gratuit. Merci. Deux préoccupations dans l'ensemble, dans celles qui ont été exposées.
La première, qu'est-ce qui est derrière cette affaire de défalcation? C'est ça. Pourquoi dans les conditions telles que nous sommes, telles que celles dans lesquelles nous sommes, les circonstances dans lesquelles nous sommes, pourquoi alors parler de défalcation? Et la seconde, que je vais essayer juste d'introduire, mes collègues préciseront. La question du Conseil national de l'éducation en lien avec la dépolitisation. Alors, le sujet de la défalcation. À l'occasion de la rencontre que nous avons eue avec les syndicats, vos représentants, la fois dernière, et sur instruction du président de la République, le président dit, écoute, nous sommes quasiment à la conclusion. Les mouvements ont été lancés, la motivation essentielle, c'est la loi portant interdiction dans certains secteurs de l'exercice du droit de grève. La Cour constitutionnelle a décidé, s'il y a une revendication importante à satisfaire, c'est celle-là. Et sur les autres, nous sommes avancés. Concluons sur cet aspect. Ne mélangeons pas les défalcations avec ce qui a fait l'objet de cessation collective de travail. Et il ajoute, si, évidemment, les conclusions sont heureuses et qu'une requête est adressée, dit vraiment, nous avons fourni les efforts, vous aussi vous avez fourni des efforts, nous en sommes arrivés à telle situation apaisée, reconsidérer la position en ce qui concerne les défalcations, nous comprendrons, le gouvernement appréciera. C'est ce que le président a adressé comme message porté par les ministres. Et donc, vous dire que le gouvernement est ouvert par rapport à cette question, l'essentiel, bien entendu, étant en toute responsabilité de tirer les conclusions de ce qui nous a amenés jusque-là. La loi sur la grève, notamment en ce qui concerne la procédure, dit dans un article chapeau, l'article 3, les litiges collectifs intervenant dans tous les secteurs de la vie professionnelle font l'objet de négociations. C'est le premier mot, négociation. Les litiges collectifs dans tous les secteurs de la vie professionnelle font l'objet de négociations. C'est l'article 3. Et l'article 6, qu'on peut compléter par l'article 7, l'article 6 dit, à l'issue des négociations, les parties impliquées établissent un procès verbal constatant l'accord total, partiel ou le désaccord. Ce procès verbal est signé par les parties ayant participé aux négociations dans un délai de 48 heures à compter de la fin ou de la rupture des négociations. Le second mot est sorti, procès verbal. Donc, il y a une négociation et les résultats de la négociation sont constatés par procès verbal, soit c'est un accord, soit c'est un désaccord partiel ou total. Et l'article 7 dit, en cas d'échec total ou partiel des négociations, la cessation concertée de travail par les personnels visés à l'article 2 doit être précédée d'un préavis dûment transmis aux autorités compétentes. Troisième mot, préavis. Donc, négociation, procès verbal, préavis. Et j'en viens à l'article 11. L'article 11 dit, toute grève qui ne respecte pas les procédures ci-dessus est une grève illégale. L'article 11 dit,
lorsqu'il n'y a pas de négociation, lorsque la négociation n'est pas constatée, pas un procès verbal, qui constate l'échec partiel, total, ou le succès, qu'à la suite de ce procès verbal, éventuellement donc de désaccord, il n'y a pas un préavis, que ce préavis n'intervient, article 9, le préavis doit intervenir, doit parvenir 3 jours francs au moins avant le déclenchement de la grève. Voilà, l'article 11 dit que la grève est illégale. Le président de la République est garant de cette loi. Nous sommes entre nous. On va faire une revue documentaire de toutes les grèves. On va sortir, on va rechercher le procès verbal de négociation qui a constaté l'échec partiel ou total. On va rechercher les préavis. On va en trouver, en ce qui concerne les préavis dans certains secteurs, mais pas dans tous. La loi qualifie d'illégale la grève qui ne respecte pas ces procédures. Je vais apporter cette première précision. Deuxième précision, les réquisitions. Nous en avons tellement entendu. Et il est normal que, évidemment, nous-mêmes n'avons pas eu l'occasion de nous étendre là-dessus. Il est normal qu'il y ait des confusions. Mais la confusion doit être levée. Parce que s'il y a un risque, s'il y a une perte à éprouver dans le fait du non-respect des dispositions de la loi, c'est le travailleur qui souffre de ça. Alors en ce qui concerne les réquisitions, le texte est sur Internet, hein, les articles 13 et 17. L'article 13 dit « Les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère essentiel, dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population, sont tenus d'assurer un service minimum obligatoire. » Et pour compléter cet article 13, l'article 14 dit « sont considérés comme services essentiels ceux relevant de la santé, de la sécurité, de l'énergie, de l'eau, des transports aériens, des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées, sont considérés. » Je ne vais pas commenter, parce que vous savez que si le législateur dit « sont considérés », c'est qu'il est dans une démarche illustrative, il l'illustre. Parce que s'il veut fixer de manière limitative, il va dire « les services essentiels sont, 2 points, limitative ». Mais il dit « sont considérés ». Mais je ne veux pas insister. Mais ça, c'est l'article 13. Regardez l'article 17. L'article 17 dit ceci. Les fonctionnaires et les agents des établissements publics, semi-publics ou privés à caractère stratégique, dont la cessation totale de travail porterait de graves préjudices à la sécurité et à la santé de la population, peuvent être requis pour assurer un service minimum. Donc, sur le chapitre de la réquisition, le législateur a dit que la réquisition est possible lorsqu'il s'agit de services essentiels et lorsqu'il s'agit de services à caractère stratégique. Et vous allez remarquer en lisant la loi que, en ce qui concerne même les services stratégiques, le législateur n'a même pas énuméré, comme il a énuméré les services essentiels. Et puisque nous sommes entre nous enseignants, nous allons dire, il y a des services qui sont essentiels et qui sont stratégiques. Il y a des services qui sont essentiels qui ne sont pas stratégiques. Il y a des services qui sont stratégiques qui ne sont pas essentiels. Et que pour les services stratégiques, c'est le gouvernement qui apprécie le caractère stratégique des services. Alors, je fais cette lecture pour que chacun sache, en recourant lui-même au test, que lorsque nous avons décidé, par exemple, que la justice ne peut pas ne pas être rendue de manière continue dans aucun pays.
La justice ne peut pas ne pas être rendue de manière continue. C'est dans l'essence de la justice que c'est un service stratégique. Dans l'essence de la justice. Que même si le législateur, dans les services essentiels, n'a pas cité pour illustrer la justice comme service essentiel, il n'est pas moins vrai que la justice est un service stratégique. Que le gouvernement qui dit, par exemple, que la priorité majeure pour lui, c'est le tourisme, que le tourisme est un axe fondamental du développement de ce pays, tous les services qui rentrent dans le tourisme, pour ce gouvernement, sont des services stratégiques. Que le gouvernement qui dit que l'enseignement technique et professionnel est une priorité, parce que tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être agrégé, parce que nous avons besoin de ceux qui travaillent avec leurs mains, avec des outils, et que nous devons réorienter notre éducation. Tous les secteurs qui rentrent dans l'enseignement technique et professionnel sont désormais donc des services stratégiques. Parce que, premièrement, la grève est déclenchée. Dans mon secteur, elle est déclenchée. Vous aurez observé et vous allez rechercher où se trouve la négociation. Vous allez observer, vous allez rechercher où se trouve le procès verbal qui a constaté l'échec des négociations. Dans un secteur dont les membres sont appelés à appliquer la loi et à l'interpréter. Dans un secteur qui est un service public stratégique, dont il faut assurer la continuité, le gouvernement prendra les mesures pour que ce service public soit satisfait au profit de nos concitoyens de manière continue. Alors, sur la question donc de la défalcation, c'est lié au respect de la loi, c'est lié à la responsabilité, c'est lié à la vérité. Vous êtes garant d'une loi qui élève, qui édicte des conditions. Vous observez que ces conditions ne sont pas satisfaites. Vous tirez la conséquence que la grève est illégale et vous dites que vous n'allez pas faire la défalcation. Est-ce que vous êtes cohérent? Vous n'êtes pas cohérent. Évidemment, je comprends que sous le sceau d'une recherche de paix, l'on puisse dire, bon, on renonce à ça. Mais jusqu'à quand nous allons renoncer? Vous voyez, et je terminerai par là, sur cette question. Dans notre pays, nous avons toujours recherché la paix faite de compromission. La paix-compromission, ce que moi je qualifie de paix-compromission. C'est-à-dire que quand deux Béninois se battent, quand le troisième arrive, Mikpombo Dobo. Quand il y a une situation suffisamment grave, la justice se met en branle, c'est la paix-compromission. Elle est fragile, cette paix. Elle n'est pas durable. Il faut la paix dans la vérité. La paix vérité. La paix responsabilité. C'est aussi une paix. Cette paix, elle est durable. Nous arriverons sans doute au même résultat que vous recherchez, mais il faut que chacun sache d'abord que la grève à laquelle il a participé ne répond pas aux conditions fixées par la loi. Alors, sur la question du Conseil national de l'éducation, mon doyen est là, il en parlera mieux, les ministres sont là, ils le traiteront, ce Conseil national de l'éducation, de la meilleure manière. Mais moi, j'ai fait, avec beaucoup d'autres ici, la campagne avec Patrice Talon. L'une de ses premières idées, c'est de dire qu'un politique ne peut pas gérer l'école. Le ministre que je suis, je ne suis pas formé ministre politique pour gérer l'école. Un politique ne peut pas gérer la santé. Un politique ne peut pas identifier le plateau technique et décider d'acquérir le plateau technique. D'où c'est la grande idée sous ces grandes réformes, secteur de la santé, secteur de l'éducation. Il faut que les professionnels s'occupent de ce qui est essentiel dans notre pays. Un politique ne peut pas définir la carte scolaire. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, vous constatez, nous avons des écoles construites à 5 mètres
distantes les unes des autres, de 5 mètres, de 10 mètres, d'1 kilomètre. Pourquoi? Parce qu'on a nommé un ministre, jour 1, qui est du village d'à côté, et le jour 2, un autre ministre du village voisin veut démontrer que lui aussi peut implanter une école sans même penser aux conditions de travail, à la disponibilité des ressources humaines. C'est lorsque le politique s'occupe de la carte scolaire, c'est ce qui arrive. Lorsque le politique s'occupe de la carte universitaire, c'est ce qui arrive. Lorsque le politique s'occupe de la promotion des enseignants, ce qui arrive, c'est que les enseignants compétents sont mis dans le réfrigérateur. Et pour tout cela, le président dit non, il faut renforcer le Conseil national de l'éducation, faire en sorte qu'il soit un instrument de coordination des actions dans le secteur, le grand secteur de l'éducation, et faire en sorte justement que ce secteur soit de plus en plus dépolitisé. Je vais m'en arrêter là. Sans doute, sur d'autres préoccupations, je vais revenir. Je vous remercie. Je vais vous parler un peu du Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation, comme vous le savez, existe, qui a été créé par décret. Le décret a été modifié en 2015, mais le rôle qui était attribué au Conseil national de l'éducation pour le système éducatif, jusqu'à présent, n'est pas totalement joué. Et aussi la mission qui était confiée au Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation est un conseil consultatif. Ça veut dire que ses avis peuvent faire le point, l'état des lieux, donner des avis, mais ces avis sont consultatifs. Ça veut dire que le gouvernement peut prendre ses conseils, les considérer ou ne pas les considérer. Le chef d'État, après avoir fait le tour de toutes les insuffisances que nous avons dans nos 3 ordres d'enseignement, maternelle, primaire, secondaire et supérieur, on a remarqué au moment de l'élaboration du programme d'action du gouvernement que l'une des faiblesses était la politisation à outrance de l'administration du système éducatif. Le non-respect des tests et la faible implication ou bien le faible pouvoir donné au Conseil national de l'éducation. Donc, nous avons revu la mission qui doit être confiée au Conseil national de l'éducation. Le Conseil national de l'éducation deviendra, lorsqu'il sera installé, une structure de coordination, c'est-à-dire les 3 ordres d'enseignement vont travailler en totale synergie à travers les programmes de formation, à travers les filières, à travers l'administration même de l'enseignement du point de vue pédagogique et du point de vue académique, les réformes, tout doit se faire dans un creuset national. La deuxième mission qui est confiée au Conseil national de l'éducation, c'est une question de veille. Le Conseil national de l'éducation doit veiller à toutes les réformes, la bonne exécution de toutes les réformes qui seront administrées dans les 3 ordres d'enseignement. Et aussi, le Conseil national de l'éducation doit veiller au respect des normes. On a parlé tantôt de la dépolitisation de l'administration. Le Conseil national doit veiller à ça. Si je prends par exemple la nomination d'un directeur départemental, que ce soit du primaire ou du secondaire, plutôt qu'il soit nommé parce qu'il a fait la politique, parce qu'il a fait la campagne avec nous, on doit respecter les critères de nomination et le Conseil national de l'éducation aura regardé la conformité par rapport au texte. Donc, on doit regarder si celui qui a été nommé a bien le niveau qu'il faut, le grade qu'il faut, l'ancienneté qu'il faut avant d'être nommé. Ce qui n'était pas vérifié jusqu'à aujourd'hui où on peut nommer n'importe qui, soit parce qu'il a fait campagne, soit parce qu'on s'est rencontré autour d'une amitié quelque part. Ce qui fait que nous n'avons pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Si le Conseil national de l'éducation joue effectivement son rôle, après nomination, proposition par le ministre, on doit veiller au respect des tests. On va voir si celui qui est nommé est en conformité par rapport à sa compétence, son ancienneté. Ça va éviter la politisation de l'administration du système éducatif. Un autre rôle qu'on a confié au Conseil national de l'éducation, c'est de coordonner aussi la gestion des budgets. Vous savez, nous avons 3 ordres d'enseignement et les budgets ne sont pas totalement bien répartis compte tenu
des exigences ou des besoins de l'un ou de l'autre secteur. La nouvelle vision qui va transférer dans le Conseil national de l'éducation, c'est qu'il y aura un budget de l'éducation. À partir du budget de l'éducation, le Conseil national va voir la répartition, comment ça se fait, comment c'est administré, comment les besoins sont identifiés et il fera une meilleure utilisation, va assurer une bonne gouvernance dans l'utilisation des fonds destinés à l'éducation. Donc, si nous regardons bien, nous voyons que le rôle du Conseil national de l'éducation est un peu plus élevé que ce que nous avons actuellement. Le Conseil national de l'éducation n'aura plus un rôle consultatif, mais un rôle décisionnel. Parce que lorsqu'on nomme quelqu'un, quand le Conseil national de l'éducation prend les tests, regarde, n'est pas dans les règles, peut dire non, celui-là ne peut pas être nommé parce que ce n'est pas normé, il ne respecte pas les tests. Actuellement, avec la nouvelle vision, tous les ordres d'enseignement seront représentés par des membres élus avec un mandat bien déterminé. Le Conseil national, nouvelle formule, va aussi veiller à la qualité de l'éducation au niveau des 3 ordres d'enseignement. C'est pour ça que ce conseil sera accompagné par la direction évaluation et qualité des 2 ordres d'enseignement et également par l'agence qualité et évaluation de l'enseignement supérieur. Le Conseil national de l'éducation aura également à regarder, à évaluer périodiquement les filières de formation, les créer ou les supprimer et les arrimer aux besoins de l'économie pour qu'on ne forme pas que des chômeurs. Donc c'est un Conseil national qui a un rôle très important, un rôle de coordination, de mise en synergie, de veille, de respect des tests, et un rôle pour éviter la politisation du système de l'éducation. Et si tout va bien, à la rentrée 2018-2019, ce conseil va effectivement démarrer ses activités. Pour les réformes que nous faisons dans les 3 ordres du système éducatif, c'est juste pour donner un peu plus de qualité à l'éducation. L'enseignement, quel que soit le niveau où nous nous trouvons, a connu beaucoup d'insuffisances. Nous ne pouvons plus avoir un étudiant formé qui peut se mesurer aux étudiants de la sous-région. C'est un peu dommage. Donc nous sommes obligés de faire beaucoup de réformes pour amener un peu de qualité dans nos différents ordres d'enseignement. Et parmi les réformes de l'enseignement supérieur, vous avez entendu, nous voulons regarder ce qui se fait dans le secteur privé parce que l'enseignement supérieur est composé de l'enseignement supérieur privé et public. Nous avons fait des réformes dans l'enseignement privé, notamment en mettant un examen à la fin de la formation en licence. Cette année, ce serait licence master pour contrôler la qualité de la formation. Qu'est-ce qu'on leur donne? Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de faux diplômes qui sont donnés. Beaucoup d'étudiants qui vont au cours parce qu'ils ont payé, ils ont le diplôme. Mais avec cet examen-là, on peut s'assurer un peu de la qualité de ce qu'ils ont donné parce qu'un pays ne peut pas se développer avec des gens mal formés. Nous allons engager cette année des réformes dans le système public. Beaucoup d'insuffisances aussi dans le secteur public. Nous avons plus près de 500 filières de création dans nos universités. Les écoles doctorales se créent selon la tête du client, selon le bon vouloir du maître de conf. Il y a des masters de, un master de telle personne, master de telle personne. Nous avons des promotions de docteurs. Moi, je n'ai jamais vu ça quelque part. On peut sortir 30 docteurs à la fois. Le doctorat, c'est d'abord une aptitude. Vous pouvez commencer la même année et ne pas terminer la même année parce que vous n'avez pas l'aptitude à rédiger peut-être, vous n'avez pas l'aptitude de la pression. Mais curieusement, chaque fois qu'on sort des pays, les gens se moquent de nous. C'est seulement au Bénin qu'on voit des promotions de docteurs sortis à la fois. On va un peu régenter tout ça. Nous allons aussi regarder tout ce qui se fait dans les formations et donner plus de priorité aux filières identifiées comme filières prioritaires au sein du gouvernement. Pour les filières prioritaires, nous allons donner beaucoup de bourses. Nous allons accompagner les écoles qui vont faire ces formations en matière de moyens, en matière de dotation encore enseignants pour que les filières qui sont reconnues comme filières prioritaires pour accompagner le programme d'action du gouvernement, où les étudiants soient bien formés dans ces filières-là. Nous allons aussi faire des réformes au niveau des coûts de formation. Actuellement, nous avons les frais d'inscription et nous avons les frais de formation.
Alors, impossible de vous dire quel est le coût d'un étudiant béninois, aussi bien dans l'université qu'au niveau national. Chaque recteur donne ses coûts et ça peut varier d'un mois à l'autre. On ne sait pas qui prend quoi et effectivement, il y aura une réforme sur les coûts de formation qui seront déterminés à partir des besoins. Le conseil d'administration va faire un appel au gouvernement pour appuyer. Donc, les rectorats seront responsabilisés par rapport aux coûts de formation. Nous avons aussi mis en place une réforme par rapport à la sélection pour le recrutement des enseignants. Bon, ça fait beaucoup de bruit, mais c'est pour une transparence totale dans le recrutement, une question d'équité et de justice, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de parrainage, il y a beaucoup de copinage qui fait que ceux qui doivent être recrutés ne le sont pas par leurs compétences, mais ils sont recrutés parce qu'ils connaissent Paul, ils connaissent Pierre, ou bien ils sont l'enfant d'eux. Nous allons, à travers la réforme, interdire tout ça. La réforme va se baser sur la compétence intrinsèque de l'individu. Voilà un peu quelques réformes que nous allons engager pour l'enseignement public et nous continuons à contrôler l'enseignement privé pour qu'eux-mêmes ils rentrent dans le rang et qu'ils passent l'étape de l'homologation pour pouvoir donner leur diplôme. Et tant que les établissements privés d'enseignement supérieur n'auront pas l'homologation, nous allons continuer à faire des examens pour assurer à la jeune génération une qualité dans la formation pour le développement de notre pays. Je voudrais simplement préciser par rapport à la question de la dépolitisation de l'administration, surtout dans le cadre de l'enseignement. L'État dépense de l'argent pour confectionner un outil efficace qui devrait être en principe un guide dans le domaine du choix des membres de l'administration scolaire. Cet outil-là, c'est ce que l'on appelle la liste d'aptitudes. Mais cet outil n'est jamais ou presque jamais utilisé lorsque l'on veut nommer les cadres de l'administration scolaire. Cet outil a fixé, selon les normes, les conditions requises pour pouvoir figurer là-dessus. Sur la liste, il y a des conditions. Et avec ces conditions-là, il y a également un critère éthique qui l'accompagne, qui est laissé à la discrétion de ceux-là qui connaissent les intéressés. Toutes ces conditions sont fixées. On établit la liste, elle est adoptée, mais on la laisse de côté souvent lorsque l'on veut nommer les responsables de l'administration. Alors qu'est-ce qui se passe après? C'est la mauvaise gestion. C'est le non-respect des principes qui devraient guider l'administration scolaire et nous avons les mauvais résultats que nous avons souvent obtenus. Nous nous sommes toujours plaints du niveau de nos apprenants. Mais qu'est-ce que nous faisons pour élever le niveau? Nous faisons en laissant de côté les outils ou les armes qui devraient nous permettre d'élever le niveau et nous faisons les nominations par tempérament. Ce que le gouvernement est en train de dire aujourd'hui, c'est que tout cela est terminé. Ce que nous sommes également en train de vouloir faire désormais, ceux qui doivent être nommés comme chefs d'établissement, censeurs ou surveillants généraux, ceux-là devraient avoir subi ou suivi une formation de l'administration scolaire. Et ainsi, nous pourrons avoir des gens qui ne sont pas enseignants pour gérer nos établissements scolaires. Il ne devrait pas seulement y avoir des enseignants, comme nous avons dans le monde de la santé. Pour gérer les établissements hospitaliers, mais on a des gens qui ne sont pas médecins, mais qui gèrent bien. Parce qu'il y a
une filière de formation pour ceux-là. Et ils sont spécialistes. Au niveau de l'enseignement, nous irons également là pour que nos établissements puissent être bien gérés. Depuis que le gouvernement est en place, tous les contrôles que nous avons envoyés dans les différents établissements par l'inspection générale du ministère, les rapports qui sont revenus avec comme conclusion mauvaise gestion administrative, pédagogique, financière, comptable et matérielle. Et vous croyez que devant ces résultats-là, nous n'allons rien faire? Ils seront déchargés. Et pour certains, il y aura des plaintes qui seront portées contre eux pour que la sanction pénale puisse suivre la sanction administrative. Par conséquent, ceux-là qui font des nominations politiques, ils doivent savoir désormais ce à quoi s'en tenir. Lorsque nous parlons de secteur stratégique, depuis 1990, nous avons affirmé dans nos différents documents que l'enseignement primaire est la première priorité de l'État. Et nous avons affirmé ensuite que l'enseignement technique et la formation professionnelle est la deuxième priorité de l'État. Cela a été affirmé dans la plupart des documents que nous avons eus en 1990, en 1997 et en 2011. À partir de ce moment-là, nous devrions être à même de regarder et de mieux regarder ce secteur de l'enseignement. Mais lorsque nous avons fait un bilan de ce sous-secteur, de l'enseignement technique et la formation professionnelle, un sous-secteur très stratégique qui, en principe, devrait nous éviter d'avoir des chômeurs dans le pays. Parce que c'est le sous-secteur qui forme la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre qualifiée. Regardez, bientôt s'ouvrira dans le pays, si cela ne l'est déjà, la vague de plusieurs chantiers. Plusieurs chantiers qui vont nécessiter la mise à disposition de main-d'œuvre qualifiée dans tous les secteurs. Secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, dans le secteur des BTP. Et vous savez que dans le secteur de BTP, il y a plusieurs métiers. Voilà ces chantiers qui seront bientôt ouverts. Mais nous n'avons pas la main-d'œuvre qu'il faut. Dans le secteur ou le sous-secteur de l'enseignement technique et la formation professionnelle, qui en principe devrait être en lien avec l'emploi, les infrastructures que nous avons ne sont pas correctement adaptées, elles sont vétustes et mettent dangereusement à mal la sécurité de nos apprenants, de même que les enseignants. Les filières de formation ne sont pas adéquates du tout, ni par rapport au profil d'entrée des apprenants, ni non plus au profil de sortie des apprenants. Et ces apprenants-là, lorsqu'ils obtiennent leur qualification, c'est-à-dire leur diplôme, ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Parce que la filière retenue n'est pas en adéquation avec ce qui est demandé sur le terrain en matière d'emploi. Lorsque nous prenons les enseignants qui interviennent dans ce sous-secteur, ces enseignants ne sont pas bien formés. Ils ne sont pas formés par rapport aux nouvelles technologies de leur propre secteur. C'est l'un des gros chantiers du gouvernement où il faut maintenant construire des lycées aux normes et adaptés en choisissant les filières et en les répartissant sur le territoire national, en équipant ces infrastructures et en envoyant à la formation les enseignants de chacune de ces filières. Et au terme de la formation, les formateurs de l'extérieur vont venir sur place pour suivre ceux-là qui sont formés pendant quelque temps afin qu'ils prennent eux-mêmes la main et continuent la formation. Mais avant cela, nous devrions avoir une formation de courte durée, de façon immédiate et urgente, pour que les nouveaux chantiers, nous n'allons quand même pas importer de la main-d'œuvre pour les chantiers que nous allons ouvrir nous-mêmes. Il doit donc y avoir une formation
de courte durée de façon urgente pour que nous puissions avoir une main-d'œuvre plus ou moins qualifiée afin de les mettre à disposition de la plupart des chantiers qui seront ouverts. Dans l'enseignement secondaire général, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes de l'enseignement secondaire général, vous qui êtes là. Et vous voyez que ce sous-secteur ou ce système-là est inopérant, complètement inopérant. Nous avons obtenu depuis quelques années ce que l'on appelle l'éducation de base, qui va désormais de la maternelle jusqu'à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire général. Donc, de la maternelle jusqu'en classe de 3e. Or, le type de collège que nous avons aujourd'hui, c'est le collège d'enseignement général, où nous avons et le premier cycle et le second cycle, où parfois, lorsque le niveau de l'établissement ne lui permet pas encore d'obtenir le second cycle, nous avons seulement le premier cycle. Il y aura donc, dans les réformes qui sont envisagées, une scission, comme ce qui existait avant, où nous aurons les collèges à part et les lycées à part. Et maintenant, pour les collèges, il y a une réforme qui va venir, et c'est bien sûr avec vous que nous allons en parler, pour que les enseignants qui vont intervenir au premier cycle, donc dans les collèges, pour que ces enseignants-là puissent retrouver la bivalence de l'enseignement des matières. C'est-à-dire qu'un enseignant va pouvoir enseigner 2 matières, selon sa spécialité, selon son choix. Cela permettra à l'État de faire non seulement une économie au niveau des enseignants, parce que vous savez qu'actuellement, notre système éducatif, surtout au niveau de l'enseignement secondaire général, où nous avons environ 16 000 enseignants, enseignants, agents permanents de l'État et agents contractuels de l'État, nous utilisons, mais plus de 80% des enseignants que nous utilisons dans ce secteur-là viennent de ce que nous appelons les enseignants vacataires. Cela n'est pas normal. Il y a certes une politique de recrutement accéléré des enseignants qui est en cours, mais cela ne suffit pas pour pouvoir régler le problème en un temps record. Il faut donc changer de paradigme. Au niveau, toujours de l'enseignement secondaire général, il y aura par commune un lycée qui sera construit. Par commune, un lycée. Et dans chaque chef-lieu de département, il y aura un lycée de référence où on va envoyer les meilleurs des CEG qui iront directement dans les lycées de référence. Ce qui permettra d'avoir quoi? D'avoir des promotions au niveau de certaines matières, au niveau de certaines filières, des promotions qui vont évoluer et qui pourront sortir et nous pourrons les utiliser à bon escient. Au niveau du secteur privé, j'ai une journée de réflexion avec eux pour que nous puissions harmoniser les choses. Voilà un secteur où les coûts, par exemple, pour aller déposer les dossiers du BEPC ou du baccalauréat diffèrent d'un établissement à l'autre. Chaque établissement fixe le coût du dossier, alors que la direction des examens et concours ou bien la direction de l'office du baccalauréat a déjà fixé le montant qu'il faut. Mais dans chaque établissement, on fixe un coût. Nous avons donc besoin d'harmoniser les choses. Parce qu'il y a beaucoup d'établissements privés clandestins. Un contrôle est déjà diligenté à ce niveau-là pour que nous puissions détecter. Cela a eu lieu tout récemment au niveau de l'abattoir à Papala, où nous avons détecté un et on a fermé cet établissement-là. Il y a beaucoup de réformes et ces réformes-là, au niveau de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle qui vont se faire et ce n'est qu'avec vous que nous allons faire cela et ce n'est que pour le bien de notre nation que nous allons faire cela. Je vous remercie. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je voudrais articuler mon intervention autour d'une question qui a été posée, qui me paraît une question transversale. Tout ce que nous faisons ici ce soir. La question de l'éducation à la citoyenneté.
Et je partirai peut-être par des formations professionnelles d'un cas d'étude pratique. Et au cours de l'une de mes sorties pédagogiques dans l'une de mes anciennes fonctions, j'ai reçu un de mes enseignants, un instituteur, qui me contait un peu ces situations qu'il a vécues. Il me dit, monsieur l'inspecteur, j'ai un problème. Au cours d'une séquence de classe et qui porte sur l'apprentissage de la démocratie, parce que cela fait partie des situations d'apprentissage au programme, donc liées à l'éducation à la citoyenneté, et de façon particulière sur la désignation des responsables de classe. Alors, il avait organisé ses apprenants de manière à leur permettre de battre campagne pour se faire élire responsable de classe. Et il leur a donné à sa manière les outils nécessaires, comment ils devraient pouvoir procéder pour être élus. Il faudra que chacun puisse dire à ses camarades ce qu'il entend faire pendant son mandat. Lorsqu'il sera élu responsable de la classe, comment il entend gérer le groupe et qu'est-ce qu'il pourra apporter de meilleur au groupe. Ah, il les a laissés, ils sont allés, chacun s'est débrouillé. Mais après, un premier est venu le voir pour lui dire, mais maître, Jacques, pendant la récréation, m'a approché. Il m'a dit, lorsqu'on sera en train de choisir les responsables de classe, il faut me choisir. Hein. Si tu me choisis, je te donne 500 francs. Il était là, comme ça ne suffisait pas, un autre est venu. Il disait, mais Pierre m'a dit, si je le choisis comme responsable de classe, il va me donner 1000 francs. Et qui ne comprenait plus rien. Il les a réunis tous, il leur a demandé qu'est-ce qui se passe, et chacun a essayé de dire ce qu'il pense. Mais lui-même, il n'en revient pas. Qu'il a un problème. Je dis, réellement, il a un problème. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Que pour faire campagne, pour être élu, il faut donner de l'argent. Question d'ordre national. Alors, ceux qui disent que dans les programmes d'études, il n'y a plus rien qui porte sur l'éducation à la citoyenneté se trompent. Dans les programmes d'études, tout au moins au niveau de la maternelle et du primaire, il y a des situations d'apprentissage sur l'éducation à la citoyenneté. Tout ce qui porte sur le civisme, citoyenneté. Tout ce qui porte sur le civisme, tout ce qui porte sur la morale, c'est dans les programmes. Okay. Alors j'ai ajouté à cela, et ce que j'ai voulu que nous retenions, que j'ai toujours dit, la morale, on ne l'enseigne pas pour la connaître. Le civisme, on ne l'enseigne pas pour le connaître. C'est pour le mettre en application. Alors, mieux, nous qui sommes en train d'échanger avec vous ce soir, et ceux qui nous ont précédés à ces différents postes de responsabilité, et que nous avons découvert à travers des comportements différents, n'ont-ils pas appris la morale à l'école? N'ont-ils pas appris le civisme à l'école? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question n'est pas là. Le problème de fond, il est ailleurs. C'est dans notre tête. Notre mentalité est à revoir. Alors, cela m'amène à la question d'abord de la défalcation. Les hommes de droit ont parlé, mais je dis toujours que c'est un problème de fond. Au-delà des questions d'interprétation de tests, chacun peut interpréter les tests à sa manière. Mais la loi reste la loi. Il faut l'appliquer. Mais le problème de fond, il est là. Ceux qui ont connu la période révolutionnaire, ils vont s'en souvenir. Le slogan habituel à tout le monde,
C'est du bon sens tout simplement. C'est naturel. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Tout le reste que nous faisons, c'est de faux débats. C'est simplement du bon sens. Et cela rejoint la question de mentalité. Mais tu n'as pas travaillé, tu as cessé de travailler. Et tu veux avoir l'argent. Et tu veux que l'on te paye, que l'État te paye, parce que c'est l'État. Ah, nous avons des problèmes, nous devons pouvoir trouver des solutions à nos problèmes. Mieux, le salaire pour nous enseignants, nous disons souvent que c'est insuffisant, qui ne veut rien dire, qui ne nous permet pas de résoudre tous nos problèmes. C'est vrai, c'est peut-être vrai. Peut-être nos ambitions sont au-delà même de nos ressources. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais si nous faisons un peu attention, nous qui sommes agents de l'État, enseignants, même du primaire, à nous comparer aux autres enseignants du primaire dans l'administration privée, c'est encore une question de mentalité. J'ai l'habitude de dire, je voudrais que vous puissiez me suivre. Nous avons des enseignants dans le privé qui ne sont pas aussi bien payés que nous, qui ne sont pas aussi bien formés que nous, et qui ne vivent pas dans les mêmes conditions que nous, mais qui donnent des résultats meilleurs aux nôtres. Alors je reviens à la question particulière sur les cantines scolaires. Tel que c'est présenté, ce n'est pas tout à fait conforme à la réalité. Alors, les cantines scolaires contribuent, nous devons le savoir, au maintien de nos enfants à l'école dans un premier temps. Parce qu'il y a des milieux extrêmement pauvres dans notre pays. Il y a des milieux où les enfants manquent du minimum d'un repas par jour. Alors l'État a mis en place des cantines scolaires pour venir à l'aide à ces populations, des milieux déshérités et les plus déshérités de notre pays. Le gouvernement actuel a fait un effort. Il est parti d'un budget presque de 0, 1 milliard là, pour aller à 6 milliards 8 là, pour les cantines scolaires. Et a préféré pour question de rationalisation, pour question d'efficience, confier la gestion à un organisme international reconnu, le PAB. Des gens ont été formés, des comités ont été mis en place dans chaque école, comité de gestion des cantines scolaires. La répartition est totalement judicieuse. On sait quelle quantité de riz on doit pouvoir sortir par rapport au nombre d'élèves nourris. La ration est bien déterminée par apprenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a été constaté? Et nous devons nous le dire. Alors, mes enseignants, mes collègues enseignants, directeurs d'école par enseignants membres du comité, le directeur d'école n'est même pas membre du comité de gestion. Alors, les sacs de riz arrivent dans les écoles toujours bien fermés, contrôlés. C'est possible qu'il n'y ait pas de bascule à l'école pour peser, pour savoir que ça fait 50 kilos régulièrement. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et nous devons pouvoir nous le dire. Alors, pour une école à 6 classes, avec 250 écoliers à nourrir, alors vous vous retrouvez avec des enseignants qui portent l'effectif à 350 écoliers. Okay. Ils portent l'effectif à 350 écoliers en inscrivant dans leur registre matricule là des noms d'enfants qui n'existent pas dans l'école, des noms fictifs. Ok, alors, le résultat, c'est que ça leur permet de dégager un certain nombre de kilos
de riz. Ça leur permet de dégager un certain nombre de litres d'huile. Et au bout du compte, ça fait plusieurs sacs de riz en ce nombre. Et on dit on a nourri 350 écoliers au lieu de 250. Et le surplus là, on l'emporte. Et pour ceux qui ont déjà le minimum, contre ceux qui n'ont pratiquement rien. Alors, on peut continuer d'encourager des situations du genre. Est-ce qu'on peut continuer d'encourager des comportements du genre? Voilà de quoi il est question. Ceux-là, ils ont été tout simplement remerciés. Au lieu de continuer de diriger l'école, allez servir d'autres directeurs et on mettra d'autres à votre place. C'est tout ce qui s'est passé. Ok, on n'est même pas encore allé loin, n'est-ce pas, dans la sanction. Parce qu'à la limite, ça peut être considéré comme du vol. L'autre question liée à la sanction, on parlait de sanctions négatives qu'on encourage, qu'on ne met pas de disposition en place pour des sanctions positives. Non. Tous les directeurs d'école qui ont eu de bons résultats au dernier CEP, cette qualité primaire, qui ont eu tout au moins au-delà du taux national de 65%, on a prévu les récompenser. N'eût été les mouvements en cours, on avait déjà prévu. Je disais bien que n'eût été les mouvements en cours, c'était déjà prévu que ces enseignants-là, tout au moins les directeurs d'école qui ont eu tout au moins 70% de taux de succès, vont être tous récompensés. Quelles que soient les circonstances, cela se fera bientôt. Et ça commencera par nous-mêmes au niveau du ministère, puisque nous avons déjà identifié tout au moins 50 premiers qui ont eu 100% au plan national. Et tout est prêt pour qu'ils puissent être tout au moins valorisés au plan national. Voilà un peu comment cela doit pouvoir fonctionner. Voyez-vous, quelqu'un a dit, et il a toujours raison de le dire, et nous devons pouvoir nous le rappeler tout le temps, l'enseignant, c'est le prophète du vrai Dieu et du bon Dieu. Nous devons toujours nous comporter ainsi. Nous constituons les modèles partout où nous passons. Nous devons rester toujours modèles. Nous devons éviter autant que faire se peut tout ce qui pourrait entacher, n'est-ce pas, la noblesse de ce corps-là que nous portons. Nous avons l'habitude de dire que c'est noble. Alors, entretenons cette noblesse. Si l'homme ne nous le reconnaît pas, la nature va nous le connaître. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je voudrais être autorisé à comprendre, en ce qui concerne la bancarisation, la méthode, la pédagogie utilisée pour conduire le bien fondé d'une telle réforme salutaire. C'est le moment de vous rappeler que les pédièmes de vacations depuis décembre, les collègues enseignants honoraires qui font la masse dans nos établissements publics ne sont pas payés. Merci. Le programme d'action du gouvernement a certainement prévu des choses aux enseignants pour améliorer leurs conditions de vie. Je voudrais parler des logements sociaux prévus dans le PAG. Est-ce qu'il y en a de prévus pour les enseignants? Que faire pour que les enseignants puissent être logés de façon décente sur une parcelle sécurisée avec leurs moyens maigres, j'allais dire. Ma deuxième préoccupation. Il y a eu des réformes dans l'administration et ces réformes ont accéléré le traitement des dossiers. C'est à votre actif. Mais nous avons constaté que depuis août 2017, les actes parus ne sont pas accompagnés d'incidences financières. Il semble que le volet financier n'est pas encore pris en compte. Je voudrais savoir pourquoi cet état de choses, messieurs les ministres. Ma troisième préoccupation, le ministre Omeki n'a pas encore parlé. Je vais lui demander de parler. Monsieur le ministre, où en sommes-nous au niveau des classes sportives? Je vous remercie. Je vous remercie pour la pédagogie. Et je remercie le ministre Diogbenou pour être devenu économiste. Et je crois que cette économie va vous pousser à ne pas faire les défalcations parce que
Si vous les faites et que les gens font des grèves illimitées, c'est que vous n'allez pas payer les salaires cette année. Vous allez créer beaucoup de pauvres. Il n'y aura pas d'investissement dans le pays parce que les propriétaires, tous ceux-là, ils ne seront pas payés. Les gens ne vont pas acheter. Donc ce n'est pas intéressant. Je crois que... Mais plus sérieusement, parce que vous avez dit des choses qui nous ont convaincus et nous savons que vous-même, vous avez des difficultés parce que c'est un budget unique. Je vois le ministre de l'enseignement professionnel, par exemple, qui a cité beaucoup de choses à faire. Il faut équiper les écoles, il faut faire des choses. Le budget n'est pas illimité. C'est sûr qu'il va discuter, il ne va pas avoir ce qu'il faut avoir pour faire. Mais ce que moi, je voudrais vous demander, c'est d'associer l'université aux réflexions. Bon, je sais qu'il y a quelques démarches. J'ai vu certaines commissions mises en place par le professeur Diogbenou qui incluent des universitaires, etc. Mais il faut le faire parce que si vous le faites et nous partageons les réflexions, ce sont les citoyens qui vont vous défendre dans la population. Alors que si nous ne partageons pas les réflexions, nous allons trouver des inconvénients partout. Et je suis d'accord que, en tant que ministre, vous parlez de l'équité, de la justice sociale, mais les démarches qui nécessitent des réflexions. Et c'est pourquoi ma seule sollicitation, c'est que vous nous associez aux réflexions. Je veux dire l'université. Je vous remercie. Les enseignants ne font pas seulement leurs cours. Ils sont des éducateurs. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les collèges. Il y a grève, c'est vrai. Mais allez les voir les samedis, rattraper les cours. Ils sont déjà nombreux à programmer les cours de rattrapage pour les congés. Ils sont très nombreux à le faire. Maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas fait le travail, est-ce qu'ils ne feront pas ou n'ont pas fait le travail qu'ils ont laissé? Donc, vous devez essayer de voir dans ce secteur-là s'il faut faire défalcation ou non. Parce que le travail qu'ils n'ont pas fait, ils finiront par le faire. Il y a des années, les infrastructures étaient construites sur fonds propres dans les établissements scolaires. Ceci grâce aux souscriptions faites par les parents d'élèves. Depuis la suspension de ces souscriptions, les établissements scolaires ne construisent plus. Ils ne réalisent plus des infrastructures alors qu'on est dans un besoin crucial. Les classes sont pléthoriques, les professeurs se plaignent et nous sommes incapables de trouver des solutions. Quelle politique le gouvernement de Patrice Talon entreprend pour régler ces problèmes d'infrastructure? Je vous remercie. C'est un plaisir pour moi de participer à cette rencontre. Effectivement, on peut se demander ce que fait le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports dans une rencontre avec les trois ordres de l'enseignement, mais il faut comprendre que dans un premier temps, ma présence est celle d'un membre du gouvernement qui vient partager avec ces trois ordres qui sont vitaux pour notre pays, les préoccupations et évidemment enrichir l'action du gouvernement à partir de ces préoccupations que vous exprimez. Ensuite, il y a effectivement les liens entre les secteurs dont j'ai la charge et les trois ordres d'enseignement. Vous savez très bien que le tourisme a été positionné comme un secteur désormais stratégique dans notre pays et que la qualité des personnes, des professionnels des métiers du tourisme dépend des centres de formation, donc dépend encore de vous. Il y a également la question du retour à l'école, de ce qui, à l'avis du gouvernement, peut participer fortement à l'épanouissement des citoyens que vous et nous souhaitons construire pour demain, c'est le sport et la culture. Pour ce qui est des classes sportives, nous avons décidé, comme vous le savez, de recruter et de déployer des formateurs pour prendre en main l'encadrement des enfants que vous encadrez vous aussi au plan académique, mais avec cette particularité que ces enfants s'inscrivent dans une discipline sportive de leur choix et que ces encadreurs sont mis à disposition pour leur donner de l'initiation, de l'aptitude à pratiquer cette discipline
quitte à éventuellement, en cours de route, trouver parmi eux des talents qui se confirment, mais le but principal du programme n'étant pas de les déscolariser. Nous avons ajouté à cela ce que nous appelons désormais les classes culturelles. Les classes culturelles, c'est le retour dans le système éducatif d'un certain nombre de disciplines, musique, danse, chanson, théâtre, club de lecture, pour pouvoir faire en sorte que, en plus de la formation académique que vous donnez une fois encore à ces enfants-là, nous leur permettions de pouvoir s'épanouir à travers la pratique de ces disciplines-là. Nous sommes aujourd'hui à la phase de finalisation des formateurs. Je voudrais préciser que le gouvernement a fait l'option d'instituer ce programme. Ce n'est pas une initiative ad hoc, c'est quelque chose que nous instituons de maintenant pour l'éternité, si tout va bien. Et donc, les formateurs qui doivent prendre en charge la formation de nos enfants, nous avons décidé, quel que soit leur niveau, leurs aptitudes de base, de les soumettre à une formation de mise à niveau. Vous le savez sans doute, lorsqu'on doit s'occuper d'apprendre à jouer ou à courir à un enfant, il ne faut pas le faire comme on le fait pour un adulte parce que l'enfant est fragile. Et selon la façon dont l'enfant est pris en main, on peut promouvoir, faire éclore ou tuer son talent. Et donc, puisque nous ne souhaitons pas que la mise en œuvre de ce programme vienne affecter de manière négative les enfants que vous êtes en train de former, que cela ne vienne pas affecter leur talent, leur intelligence, nous avons pris le soin de soumettre l'ensemble des formateurs préqualifiés à un programme qui a été administré par des experts venus d'ici et d'ailleurs. Et donc, à cette étape, aujourd'hui, ce programme est terminé et nous sommes en phase de déploiement de tous ces formateurs. Ce que feront ces formateurs dans vos différentes écoles, c'est de venir collecter auprès de vous, auprès des censeurs, auprès des directeurs, les listes des enfants qui se seront librement inscrits dans les différentes disciplines. Ceci est valable également pour les classes culturelles et ceci sera valable enfin pour le programme qui, une fois encore, part du niveau secondaire et va jusqu'au supérieur, en sachant que pour l'approche niveau enseignement primaire, nous avons également un projet que j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Je veux donc saisir cette occasion pour vous remercier tous de votre adhésion à ce programme. Je note à travers la question l'impatience de voir ce programme commencer et je veux profiter pour faire une doléance. Vous savez, parfois, le rôle qui est le nôtre nous empêche aussi de faire nos revendications. Je prie qu'un jour, le gouvernement ait son syndicat pour pouvoir porter à la population nos doléances parce que nous en avons. Et une des doléances, c'est que nous puissions respecter le calendrier de l'année. Une de vos collègues tout à l'heure en parlant a dit, les enseignants vont en grève, mais après ils rattrapent. Ils rattrapent les samedis. Les samedis sont les moments où moi j'ai besoin de faire du sport et de la culture avec les enfants. Comme les vendredis soirs, comme les mercredis soirs. Et donc, je voudrais avec vous partager l'idée que nous pouvons très bien, en respectant les droits des uns et des autres, en considérant les devoirs des uns et des autres, parce que dans une république, nous n'avons pas que des droits, nous avons des devoirs. Et en regardant les tests qui sont faits de manière à nous éviter l'extrême option que constitue la grève, nous pouvons très bien travailler à la satisfaction des revendications des uns et des autres. Je saisis l'occasion pour dire que vous avez la chance, et je pèse mes mots, c'est une chance, d'avoir des gouvernants qui aujourd'hui ont la possibilité de faire les dérives que nous avons dénoncées ensemble et qui choisissent de ne pas le faire. Vous savez très bien que pour l'intérêt politique d'un chef d'État ou de ses partisans ou des membres de son gouvernement, il est plus intéressant de nommer les enseignants. Mais voici un gouvernement qui dit « je renonce à la nomination des enseignants sur la base du copinage, nous allons faire une nomination objective ». Ça, c'est une réforme majeure. Je voudrais que l'élite que vous constituez et les formateurs de l'élite d'hier, d'aujourd'hui, de demain que vous constituez, que vous puissiez partager avec nous cette nouvelle approche. Nous ne vous avons pas appelé à adhérer à notre dynamique politique. Il y a encore quelques mois dans ce pays, on appelait les enseignants à adhérer avant d'avoir droit à une petite position qu'ils méritent. Il y a quelques mois encore dans ce pays, il fallait connaître quelqu'un pour oser se présenter à un concours. Vous le savez très bien. Le CNE a toujours résisté. Mais le rôle qu'il va avoir à partir de maintenant, ce rôle, personne ne le lui a donné. Vous savez très bien que notre système
par ailleurs, à un moment donné de notre expérience démocratique, a été déformé, que le ministre qui est chef de parti, qui est politique par nature, qui peut être quelqu'un qu'on charge de contrôler une zone géographique, a besoin de nommer ses hommes. Et ce gouvernement dit, je renonce à ce privilège parce que je veux construire avec les acteurs du système éducatif des citoyens exemplaires pour aujourd'hui et demain. Je voudrais que vous partagiez cela, que vous puissiez comprendre quelle est notre approche et que vous puissiez nous juger là-dessus. Vous avez tous été témoins de la présentation le 16 décembre 2016 du programme d'action du gouvernement. Et vous êtes témoins aujourd'hui de ce que j'appelle l'impatience de nos concitoyens. Impatience due, c'est vrai, au manque de communication qu'on nous reproche, que nous assumons volontiers, mais en même temps, impatience compréhensible. Qui parmi vous n'entreprend pas pour une maison, pour un projet quelconque? Vous savez qu'il faut construire, qu'il faut prendre du temps. Notre gouvernement aurait pu faire l'option des premières pierres. Nous aurions pu faire l'option du spectacle. Vous nous reprochez de ne pas communiquer. En fait, ce que beaucoup nous reprochent, c'est de ne pas faire de la propagande. Parce que nous ne voulons pas faire ce qui se faisait que nous avons dénoncé nous-mêmes. Nous voulons respecter nos concitoyens. Nous considérons que quand on est en train de réformer le système éducatif, quand on dit que désormais l'enseignant qui est qualifié sera à sa place, qu'on lui donnera la possibilité de travailler, d'encadrer les enfants, que les meilleurs seront récompensés, que les moins bons seront punis, nous considérons qu'on n'a pas besoin d'en parler. Nous considérons qu'on n'a pas besoin de se faire applaudir quand on apporte enfin de la nourriture à des enfants qui ne demandent qu'à avoir de quoi manger pour rester dans le système éducatif. Nous aurions pu faire un lancement de ce programme. Le chef de l'État aurait pu aller lui-même servir le premier bol de riz, mais nous n'avons pas fait cette option. Et vous qui comprenez cela, même si vous avez des droits, même si vous avez des revendications qui sont légitimes, vous connaissez la caisse de l'État. Vous savez très bien combien le Bénin a comme budget par an. Donc nous vous demandons, chers amis, de participer. Nous vous demandons de contribuer. La seule chose que vous devez savoir, et que vous savez très bien, mais que vous laissez parfois de côté parce que nous sommes dans ce jeu de rôle qui voudrait que, quand on revendique avec les moyens qu'on a, et que les autres répondent parce qu'ils ont le devoir de répondre, qu'au-delà de tout ça, nous nous souvenions que nous sommes citoyens d'une même nation. Vous êtes les éducateurs de l'élite d'hier, de celle d'aujourd'hui, de celle de demain. Vous le savez mieux que nous. Vous nous avez formés, même si ce n'est pas vous individuellement. Vos prédécesseurs ont formé les hommes que nous sommes. Vos successeurs formeront nos enfants. Vous-même, vous avez été formés par des éducateurs. Donc, chers amis, je viens faire un plaidoyer, une doléance, une revendication syndicale, si vous le permettez, et je vous prie de porter cela avec nous. Contribuez par ce que vous êtes déjà en train de faire et jugez-nous sur la base de ce que nous avons prévu de faire. Merci infiniment. La réforme des logements, on a évité d'adresser ça spécifiquement à des corps, mais c'est comme je me souviens de ce qu'a dit le ministre Cadre de Vie, c'est la première fois que les logements seront construits, donnés à des bénéficiaires sans qu'on leur demande une avance préalable. Et ça sera payé au fil du temps. Donc si le programme est ouvert dès que c'est construit, je crois qu'on ne ferait pas de réserve par rapport aux enseignants. Parmi les réformes que nous avions initiées aussi, nous avons aussi la réforme d'inscription des étudiants dans les universités. C'est une réforme très... Je tiens à vous informer, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de cette réforme-là. Cette réforme permet l'équité, la justice et la compétence et évite qu'on place les enfants d'eux, amis d'eux. C'est une réforme qui est transparente et qui est basée sur un canevas bien déterminé. Je voudrais rassurer mon collègue de l'enseignement supérieur pour dire qu'il y a beaucoup de réformes qui sont faites avec la participation des enseignants, du supérieur notamment. Je ne peux pas vous dire le nombre de collègues universitaires associés aux différentes réformes. Dans l'Arche, la totalité vient de l'enseignement supérieur. Je peux vous donner tous les noms parce que je les connais tous. Et au niveau du CNE, les deux présidents, vice-présidents, le président et le vice-président viennent de l'université, l'UAC notamment. Donc, toutes les réformes, enseignement, réforme de la santé, c'est les enseignants de l'UAC et
des autres universités. Donc, nous sommes associés, nous ne communiquons pas entre nous. Et je crois que c'est aussi le lieu de partager toutes les informations et toutes les réformes que nous faisons et dans lesquelles les universités accompagnent le gouvernement. Nous devons vous le dire pour que vous sachiez que chacun, comme vous, si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas dans une commission, vous pouvez toujours apporter votre pierre à l'édifice en nous faisant des propositions qui seront comptabilisées au moment où la réforme est en train d'être passée. Nul ne doit être laissé de côté. Tout le monde compte pour que le programme d'action du gouvernement puisse aller de l'avant et pour que notre pays puisse se développer. Une question fondamentale et préoccupante concerne la bancarisation des primo-indemnités ou salaires des enseignants vacataires ou honoraires. Il faut comprendre que le seul souci ou le seul principe qui guide cette nouvelle réforme est le souci de la bonne gestion des ressources de l'État. Pourquoi? L'année dernière, c'est-à-dire 2016-2017, il nous a été indiqué que l'État a utilisé 59 000 enseignants vacataires environ. Or, depuis 2 ans, nous n'avons pas créé de nouveaux établissements scolaires. Le Conseil national consultatif au niveau de l'enseignement secondaire a décidé de ne plus en créer depuis 2 ans. Mais selon les prérogatives du ministre, il y en a, et selon aussi les urgences, il y en a eu seulement 4 qui ont été créés. 4. Ce qui fait que le nombre d'heures qui s'ajoute à ce qu'on avait eu ne pouvait pas nous amener à un niveau élevé. Donc, on nous a dit qu'on a utilisé 59 000 enseignants vacataires et plus. Mais depuis le début de cette année, 2017-2018, et je dois préciser que les 59 000 enseignants vacataires ont coûté environ 17 milliards à l'État. Mais depuis le début de cette année, 2017-2018, chaque mois environ, on dépense un minimum de 2 milliards par mois pour payer le salaire ou les primes des enseignants vacataires. Alors on s'est dit, mais si on doit aller ainsi jusqu'à la fin de l'année, cela va nous amener où? Est-ce que réellement les 2 milliards environ qu'on envoie dans ce secteur sont effectivement destinés pour payer ceux qui travaillent effectivement et qui sont des enseignants vacataires? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déviation de ces sous-là quelque part? Il faut vérifier cela. Un contrôle a été sur le terrain. Un contrôle a été sur le terrain et le rapport est revenu avec des observations suivantes. Il n'y a pas eu, ou il n'y a pas dans la plupart des établissements, un comité de contrôle des enseignants vacataires. Il n'y a pas de comité de décompte des heures pour les enseignants vacataires dans la plupart des établissements. Il n'y a pas de fiche de décompte des heures des enseignants vacataires. La plupart des cahiers dans lesquels les enseignants vacataires émargent, la plupart de ces cahiers-là ne sont pas pourvus des émargements ni de la part des élèves responsables qui devraient émarger, ni parfois
des enseignants vacataires eux-mêmes. Comment se fait alors le décompte des heures? Les listes qui sont envoyées dans les recettes de perception sont alors établies comment? L'État ne peut pas continuer d'envoyer des ressources sans savoir comment ou vers quelle poche ces ressources-là atterrissent. Alors ce qui a été décidé, c'est de demander à ces enseignants vacataires d'envoyer leur relevé d'identité bancaire pour que leur prime puisse leur être directement versée sur leur compte. Ainsi, on saura qu'un enseignant vacataire qui a fait des prestations pour l'État, l'État lui a versé ses rémunérations dans son propre compte. Le travail a été fait sur toute l'étendue du territoire national. Les enseignants ont fourni ces références-là. Les références ont été adressées au Trésor. Il faut maintenant les insérer. Mais on a constaté que les informations ou les renseignements ne sont pas bien fournis. Toutes les cases ne sont pas bien renseignées. Et les listes qui ont été envoyées ne sont pas toutes exploitables. Alors, le ministère des Finances, avec les différentes directions impliquées, ont repris complètement ce travail-là. Dans une grande salle, avec plus d'une centaine d'agents, ils ont commencé à ressaisir les numéros des relevés d'identité bancaire de chacun des enseignants. C'est cela qui a amorcé le début du retard de paiement pour le mois de décembre. Et lorsque les enseignants vacataires ont commencé à réclamer, ce qui est normal, nous avons demandé à leurs syndicats, puisqu'ils ont au moins 2 syndicats dans le secteur, de venir avec nous pour aller constater ce qui se fait. Ils sont allés avec nous. Et ils ont compris eux-mêmes que le travail est vraiment fastidieux. Et le souci, c'est de ne pas commettre des erreurs. Et pour le mois de décembre, on a traité environ 45 000 dossiers. 45 000 dossiers donc d'enseignants vacataires. Et il restait environ 2 000 qu'on n'a pas pu traiter parce que les CD sur lesquels se trouvaient ces informations-là étaient complètement illisibles. Si toutes les informations ou tous les dossiers étaient renseignés, nous serions dans les environs de 48 000 au maximum enseignants vacataires, contre 59 000 l'année précédente. Donc vous comprenez que ce travail qui a été fait a permis de constater qu'il y a au moins une partie des fonds initialement virés dans les comptes pour payer les enseignants vacataires qui allaient ailleurs. C'est vrai, et nous le déplorons aussi, mais nous prenons les dispositions pour accélérer le traitement de ces dossiers-là pour que les enseignants vacataires puissent entrer dans leurs droits. Dans le cadre de la gestion des ressources de l'État, nous sommes obligés de passer par là. Cela peut créer un retard, mais nous sommes obligés de passer par là. Je vous remercie. Ça fait 14 mois qu'on dit le CNE est en train de travailler. Le CNE est en train de travailler. Justement, on a mis presque 12 mois pour élaborer, n'est-ce pas, un avant-projet de décret. Et puis après ça, le chef de l'État s'est dit, faites attention pour qu'il n'y ait pas de pièges juridiques dans les textes qui ont été élaborés. Et pour cela, examinez-moi tous ces tests-là dans leur détail pour que il n'y ait pas de pièges juridiques. C'est à cette étape-là que nous sommes, n'est-ce pas, actuellement. Et j'espère que pour la rentrée prochaine, probablement nous aurons un CNE et qu'il sera installé et que les directeurs ne seront plus nommés parce qu'ils sont amis de tel ministre ou de tel autre, ou bien parce qu'ils sont partisans de tel camp ou de tel autre. Attendons-nous à ce que même, comme on dit, il nous a combattus, qui nous a déchiré la chemise là-bas, n'est-ce pas? Et puis maintenant, c'est lui qu'on vient encore nommer. C'est deux systèmes totalement différents. S'il nous a combattus et que c'est lui qui remplit les conditions administratives
c'est lui qui sera à la tête de l'établissement, au vu et au su de tout le monde. Ça, c'est la première observation que je voudrais faire. La deuxième concerne la question qui a été évoquée tout à l'heure, la question de la professionnalisation des métiers de l'enseignant. Je voudrais revenir sur cette question parce que cette question nous interpelle tous. Je crois que les problèmes de qualité dont le système souffre actuellement, ces mots-là sont dus pour une très grande part à la complaisance, la fameuse complaisance dont le ministre a parlé tout à l'heure. Le système est devenu déliquescent à cause de la complaisance des uns et des autres. J'en fais partie. Regardez dans notre système. Je ne suis pas du tout un partisan de l'échec. Je ne suis pas un partisan, au contraire. Mais regardez dans notre système combien de situations vous avez où quelqu'un passe un examen professionnel et on dit qu'il est recalé. Ils réussissent toujours, tout le monde réussit. Tout le monde réussit, tout le monde est déclaré enseignant qualifié. La complaisance va jusqu'à l'outil que l'on utilise. Voilà un système d'examen pour lequel on dit c'est un examen professionnel et à la fin du quoi on déclare qu'il est apte à l'enseignement. S'il a 12, normalement, ça veut dire qu'il est capable lui-même de commencer à encadrer d'autres. Plus personne ne réussit le CAPES ou le BAPES, c'est 14. Pourquoi? Parce que le système vous met entre les jambes une grille de notation où on dit est-ce que la classe est propre? 1 point. Est-ce qu'il est bien habillé? 1 point. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est bien qu'il y a d'abord 5 points gratuits. C'est seulement après ça qu'on se demande est-ce qu'il maîtrise les connaissances. Si la personne n'a pas, il a pris précaution de ne pas beaucoup parler, il ne commettra pas de faute. Alors, en fin de compte, tout le monde réussit. 14, 15 et autres là. Et puis, l'année suivante, il se réclame, lui aussi, il a le droit d'encadrer d'autres personnes, n'est-ce pas? Et voilà comment le système évolue à cause de la complaisance des uns et des autres. D'où, le moment venu, il va falloir que les réformes profondes soient effectuées dans ce système, autant au niveau des centres de formation publics que dans le privé. Je vous remercie. Merci beaucoup. La première leçon, c'est un débat intéressant, de vérité. C'est un débat nécessaire et nous souhaitons que ça ne soit pas le dernier. Des préoccupations ont été soulignées, exprimées. Le gouvernement va prendre en compte les observations que beaucoup ont faites ici, les suggestions qui sont faites, parce que nous devons résolument considérer dans notre pays qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. On va trouver ces solutions-là. Le regard désormais pour le gouvernement, c'est ce qui se rapproche le plus possible de l'intérêt général. C'est ce qui constituera la fondation de l'avenir. Parce que nous pouvons nous satisfaire aujourd'hui sans être satisfaits demain. Mais le gouvernement voudrait qu'en nous satisfaisant aujourd'hui, nous puissions être davantage satisfaits demain et satisfaire les générations à venir. C'est l'esprit de l'action gouvernementale. Et comme l'a souligné mon collègue Culture, Tourisme et Sport, ce n'est pas chose facile, alors que l'être humain est toujours incliné à la facilité. Ce n'est pas chose facile qu'un président de la République, que des membres de son gouvernement ne choisissent pas l'option du populisme. Et des gouvernants l'ont fait dans ce pays. Il est même possible de vous dire qu'une telle revendication, nous l'admettons, nous l'acceptons. Elle sera effective peut-être en 2025. C'est de l'irresponsabilité. Parce que nous savons que ce n'est pas nous qui allons assumer.
Nous ne voulons pas ça. Parce que beaucoup parmi vous applaudiraient ça. Ah, ils ont fait quand même. Hein. Ils ont fait. Le président de la République, je me permets de vous le dire, si nous devons accéder à une revendication des travailleurs, c'est que nous sommes en mesure de payer maintenant. La grande responsabilité, la grande vérité, c'est d'assumer les promesses que l'on fait soi-même. C'est de ne pas reporter sur d'autres gouvernants et d'autres générations, ce que l'on ne peut pas assumer soi-même. C'est un choix difficile qui nous conduit à écorner ce que vous appelez la renommée, ce que vous appelez la réputation, mais qui consiste résolument à être en cohérence avec ce que l'on veut faire du pays, avec les choix essentiels que l'on a faits. Ce qui importe pour le gouvernement, c'est chacun de vous, mais c'est vous tous. C'est chacun de nous, c'est nous tous. Mais quand on a ces choix-là, la décision n'est pas facile. Elle est très difficile. Je suis assuré, et nous sommes tous certains, que si vous avez la vérité de la gestion du pays, vous allez davantage comprendre et vous serez plus rigoureux que le président de la République. Et nous, quand on va rendre compte que quand le président de la République va rendre compte, il va rendre compte avec grande fierté. Grande fierté. Et nous serons fiers avec lui, nous serons dignes avec lui. Je vous remercie.